Prochain arrêt, Binge Audio. Binge Audio, Binge Audio. Tout l'été dans ce podcast, nous avons le plaisir d'accueillir l'humoriste québécois Charles Beauchesne. Charles anime depuis plusieurs années un podcast, un balado, c'est comme ça qu'ils disent chez eux, consacré aux moments les plus dramatiquement foireux de notre passé commun. Ça s'appelle « Les pires moments de l'histoire ». Et dans cet épisode, Charles s'attaque à l'histoire de Tchernobyl. Bien à vous, mesdames, messieurs, non-binaires ainsi que tous ces furries. Soyez les bienvenus à un autre épisode des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, le balado historique qui présente de façon amusante, ludique et légère les moments les plus tordus et sinistres de l'humanité. Appelez-moi le grand dédramatisateur. C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'on va tester les limites de ce concept-là en esti parce que je vais vous raconter la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui se trouve probablement dans le top des affaires zéro drôle auxquelles j'ai eu la malchance de m'attaquer dans cette très étrange carrière. Vous souvenez-vous dans saison 2 quand j'essayais de faire de l'humour de main coupée au Congo? Autant dire que c'était de l'humour corporatif. L'accident de Tchernobyl, c'est un événement que les historiens désignent comme la fois que la planète s'est prise une dose pour le moins king-size de radiation mortelle, événement qui a eu des conséquences quasi apocalyptiques sur l'environnement et incidemment les peuples de ce monde, suite à un accident de générateur nucléaire en Union soviétique, bien sûr. Les amis, je vous le dis tout de suite, si vous connaissiez pas mon opinion sur les soviétiques, vous allez la connaître en mot-à-dit. Spoiler alert, elle n'est pas positive. J'en ai tué pas mal la GoldenEye 64. Effectivement, il ne subsiste que très peu de lumière dans les ténèbres de l'histoire de Tchernobyl, considérant que c'est un désastre presque assurément évitable causé par les manquements d'un gouvernement prêt à abandonner sa population dans la pire horreur qui soit, celle de la radioactivité. Possiblement une des choses qui me fait le plus peur sur la planète. J'espère encore de tout cœur qu'il y a un certain pourcentage de gens qui se transforment en Ninja Turtles à cause de ça, mais la vérité, c'est que ça a surtout l'air de donner le cancer. Et maintenant, de me demander comment je vais rendre une catastrophe nucléaire ludique pour le monde qui m'écoute en faisant du jogging ou en réparant un évier. Peut-être que la solution, c'est de donner des voix de clown aux personnages? Ça alors, le niveau de radiation dans la ville est dangereusement trop élevé pour la population. Oui, nous n'avons donc pas le choix de couper les lignes téléphoniques et d'empêcher les évacuations pour éviter la panique, mais surtout pour éviter que circule une opinion négative du gouvernement. Ouais, ça aide un peu, mais on dirait que c'est pire en même temps. Ce qui est paradoxal, c'est que la raison pour laquelle on a aussi peur du nucléaire aujourd'hui encore, c'est à cause de Tchernobyl. Alors que selon ce dépliant que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres il y a longtemps, ce serait une des énergies les plus propres et renouvelables qui existent si c'est géré comme du monde. J'imagine que le mot-clé ici, c'est « gérer comme du monde », fait que qu'est-ce qu'on avait bu la veille à Tchernobyl? Allons voir. Donc, allez vous chercher un doudou, un toutou, installez-vous confortablement. Moi, je vais aller partir le générique, puis tout va bien aller. Un petit jus, quelqu'un? Ouf, non, je viens de voir la date là-dessus, oubliez ça. Contexte historique. Avant de parler de l'accident comme tel, on va devoir parler de la guerre froide. Oh! Oh, 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 oh! Au rapport, caporal lutin! La toute-puissante Reine des Neiges a levé une armée d'ours polaires en armure médiévale! Bien, elle ne me laisse pas le choix! Relâchez, Rudolph! Mais enfin, Père Noël, ce n'est encore qu'un prototype, il n'a jamais été testé dans des conditions réelles! Faites ce que je vous dis, merde! Dieu nous garde! Et là, c'est pas cette guerre froide-là, l'autre. Celle que j'appelle aussi la raison pourquoi, pendant une couple de décennies, tous les méchants des films d'Hollywood étaient des Russes soviétiques qui parlent anglais avec un accent peut-être un peu exagéré a posteriori. Hey, what's up Hollywood? Coca-Cola, Uncle Sam en Russie, Big Mac préparé avec grosse tranche de betterave, American Dream, baby.
La guerre froide, c'est une expression pour désigner un très long conflit entre les États-Unis et l'URSS, le mégazord de tous les pays communistes d'Europe de l'Est de la seconde moitié du 20e siècle. J'ai déjà hâte d'entendre les plus jeunes se régaler de ce gag d'une TV qu'ils n'ont jamais connue. Détail intéressant. Le Megazord, c'est ce qui arrivait quand tous les robots dinosaures de chaque Power Rangers individuel s'unissaient pour former un seul méga robot avec une grosse épée, puis vous allez devoir me faire confiance que dans les années 90, c'était tout un événement. Et maintenant, la guerre froide. C'est un conflit qui va débuter tout juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand les États-Unis et l'URSS vont réaliser qu'à part arrêter Hitler, elles n'ont pas tant de choses en commun et finalement, ils saillissent la face. Effectivement, Hitler aura été pour les alliés du monde libre l'expérience de refaire la salle de bain qui va inévitablement mettre fin à leur couple peu de temps après. La guerre froide, par contre, c'est pas un humble conflit avec des obus et du gaz mortel pourtant interdit par la Convention de Genève. C'est principalement une guerre idéologique dans laquelle Américains et Soviets vont tour à tour essayer de vendre à la planète la supériorité de leur mode de vie, soit le capitalisme et la démocratie pour les États-Unis. Une société où l'individu et l'argent priment surtout. Je fais ce que je veux tant que j'ai de l'argent. Admirez mon succès et lâchez-moi les couilles, motherfuckers! Et le légèrement plus sobre communisme pour l'URSS. Moyen production détenue par État et société sans classe qui évite les inégalités, du moins sur papier. Léchez collectivement couilles du parti maintenant, camarades. Choisissez votre poison, comme ils disent. Les deux puissances vont donc jouer aux voisins gonflables comme ça pendant des décennies, entre autres se battant pour être les premiers sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour enculer l'URSS. URSS, écoutez la radio aussi, mais en cachette dans sous-sol parce que pas le droit. Et en s'envoyant des espions à qui mieux ou encore en se faisant des guerres par proxy, c'est-à-dire s'affronter par procuration en allant faire la guerre dans un pays allié à l'autre plutôt que de s'affronter pour vrai. Ce qui va donner lieu à la guerre de Corée et éventuellement du Vietnam. En quoi se battre contre les Viet Cong va nous aider à battre l'URSS? Peut-être que ce LSD nous donnera la réponse. Non! Bref, la guerre froide, c'est surtout une compétition de qui a le plus gros pénis sur le plus de front possible. That's what she said. Hihi. Évidemment, un des pans les plus critiques dans cette course effrénée entre les deux plus grandes puissances du monde, c'est bien sûr cette toute nouvelle technologie qui vient juste de sortir, le nucléaire. Ah, les Soviets capotaient sur l'énergie nucléaire, une énergie propre et efficace qui crie modernité, ce qui va pousser autour des années 60 l'URSS à entreprendre la construction de bon nombre de centrales nucléaires, motivées par leur abondance d'espace, de ressources naturelles, ainsi qu'un désir d'être indépendant énergétiquement du reste du monde qui les déteste. Détail vraiment important, mais compliqué et pas si drôle. OK, là, c'est le bout où je vais tenter de vous expliquer comment ça fonctionne une centrale nucléaire, mais de façon divertissante. Fait que je vais vous expliquer ça en inhalant de l'hélium, tiens. Le principe d'une centrale électrique nucléaire est très similaire à nos centrales hydroélectriques québécoises. En gros, tu veux pouvoir faire tourner une grosse turbine qui va convertir l'énergie du mouvement en énergie électrique. Posez pas de questions, j'en sais pas plus. Alors que dans une centrale hydroélectrique, on fait tourner la turbine en faisant passer beaucoup d'eau dans une hélice, dans un réacteur nucléaire, on fait ça avec la fission nucléaire, qui est l'acte de splitter les neutrons d'un atome, ce qui produit 2 atomes plus de l'énergie. Évidemment, c'est ce que j'ai tenté de résumer avec ma célèbre formule E égale MC2. Albert Einstein? Mais qu'est-ce que vous faites dans mon podcast? Charles, je suis revenu du royaume des morts pour te transmettre un message capital pour la survie de l'humanité. Le conseil des démons majeurs s'est réuni. Bon, ben, qu'est-ce qu'on saura jamais? Pourquoi Einstein est en enfer? Dans un réacteur nucléaire, on split le noyau des atomes d'uranium-235, qui ont cette particularité de non seulement splitter en deux, mais aussi de garrocher des neutrons lousses un peu partout qui vont se cogner entre eux et rebondir pour splitter encore plus d'atomes, qui vont garrocher plus de neutrons, ce qui provoque une réaction en chaîne que je vous décrirais comme regarder un boulier de bingo après un bon buvard. J'ai pas fait ça 2 fois, mettons.
Si on laisse aller cette réaction en chaîne, ça donne une bombe atomique, ce qu'on veut pas dans tous les contextes. Dans celui d'un réacteur nucléaire, ce qu'on veut, c'est contrôler la vitesse de la réaction et la garder juste assez énergique pour faire bouillir de l'eau, ce qui crée de la vapeur et fait tourner la turbine. Donc, pour résumer, l'idée ici, c'est simplement de contrôler une explosion nucléaire pour gérer une bouilloire. Tout ça pour ça. Dans les réacteurs, on peut contrôler la vitesse de réaction avec des espèces de gros suppositoires qu'on appelle des barres de contrôle. Suppositoires qui ont deux sections, une qui peut absorber les neutrons et donc ralentir la réaction, et une autre pour ralentir les neutrons, ce qui, de façon complètement contre-intuitive, accélère la réaction parce que normalement les neutrons sont trop rapides pour frapper des atomes de façon efficace, fait que si on les ralentit, ils ont plus de chances d'empoigner un et de créer une réaction en chaîne. Donc... Regardez-moi, je suis un neutron et je file à une vitesse inimaginable. Et moi, je suis un atome et tu m'as raté. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Nous ralentissons. Bonne chance pour te sauver à cette heure, mon esti. C'était la fission nucléaire. De retour à l'histoire principale. Ah oui, c'est vrai. La plus grosse et la plus grandiose de ces centrales nucléaires nouveau genre à l'époque est donc évidemment Tchernobyl, le titre de l'épisode. Un méga-projet de 6 réacteurs en plein cœur de la forêt sauvage ukrainienne. Détail intéressant et un peu dark dans son fond. La centrale nucléaire de Tchernobyl est nommée en l'honneur de la ville ukrainienne de Tchernobyl, qui n'est cependant pas du tout la ville la plus proche. Cet honneur revient à Pripyat, une ville spécialement conçue pour abriter les jeunes travailleurs de la centrale avec leurs jeunes familles et leurs très jeunes enfants. Oh non... Pripyat est l'une des 9 villes qu'on surnomme « Cité atomique ». Construite en bordure des centrales et censée être des genres de villes modèles de l'idéal communiste, super propres et modernes, avec des magasins et des boutiques aux étalages bien garnis, ce qui était crissement pas la norme dans le reste de l'URSS qui faisait la file pour du vieux pain. Il y avait même un orchestre qui jouait sur la place centrale de la ville à tous les soirs, ce qui devait être cool pendant genre la première semaine. Bon appétit, chérie! Quoi? J'ai dit bon appétit, chérie! L'orchestre, ça a mal vieilli rapidement. Hey, le basson, tasse-toi, j'ai de la crème glacée dans le coffre! Le projet est officiellement mis en branle en 1970 avec la sélection du directeur de l'usine, Viktor Bryukhanov, un jeune ingénieur électrique de 34 ans avec aucune expérience en nucléaire. Rien. Une espèce de Homer Simpson russe. Drôle! C'est le 26 septembre 1977, 7 ans après le début des travaux, que le premier réacteur de Tchernobyl est inauguré. La foule est en liesse. Suivi d'un deuxième réacteur en 1978 et d'un troisième en 1982. L'enthousiasme est à son comble. Du moins jusqu'à ce que le réacteur numéro 1 souffre d'un petit meltdown de rien du tout en 1982. Détail qui essaie fort de rester positif, mais... Un meltdown, c'est le mot cool en anglais pour dire effondrement ou fusion nucléaire. En gros, c'est une petite surchauffe du cœur du réacteur qui entraîne une sympathique fonte du matériel nucléaire, ce qui émet une quantité rigolote de radiation. Mais il n'y a certainement aucune raison de s'inquiéter. Ça se passe pas souvent, ces affaires-là, n'est-ce pas? Détail malbosant! Entre 1978 et 1982, la centrale de Tchernobyl a été victime de 27 accidents et 87 pannes d'équipement, la pire fois étant ce fameux meltdown de 1982 pendant lequel la direction de l'usine va être super proactive et s'engager à régler le problème en renvoyant tous les travailleurs à la maison. Et personne n'aura jamais réentendu parler de cet incident-là. Jamais. Sûrement parce que c'est réglé? Détail intéressant. Vous êtes qui, vous? Sortez d'ici! Doucement, relax! Détail intéressant? Quel détail intéressant? Aucun détail intéressant ici. Continuez, podcast.
cette époque, en URSS, tout était un peu agressivement supervisé par le KGB, la police secrète soviétique, ce qui inclut évidemment le nucléaire. De façon pratico-pratique, ça veut dire que les agents du KGB étaient installés en permanence dans les usines avec comme mandat d'enquêter sur les accidents. Sauf que leur mandat, c'est principalement de contenir les rumeurs et prévenir la panique, lire ici, boulier, emprisonner ou éliminer le monde qui pourrait parler négativement du régime plutôt que d'identifier réellement une quelconque source de problème. Tout va bien ici? Oui, tout baigne dans l'huile, camarade. Good. Attends une minute, pourquoi j'ai peur de lui? L'Union soviétique n'existe plus depuis 40 ans. C'est qui lui, d'ailleurs? Anyways. Fast forward en décembre 1983, alors que les travailleurs sont sous pression pour terminer le 4e réacteur avant la fin de l'année. Premièrement, parce qu'avec ce réacteur, Tchernobyl deviendrait la plus grande centrale nucléaire de l'Union soviétique, mais surtout parce qu'en Union soviétique, tout marche avec des bonus. En effet, même dans une utopie communiste, la seule façon de motiver le monde à respecter des deadlines, c'est de leur garrocher un peu de ce fameux argent, un peu comme si le capitalisme triomphait toujours puis que c'était déprimant. Résultat, les gestionnaires ont pris l'habitude d'approuver les projets non terminés, histoire de respecter les délais et que tout le monde puisse encaisser son bonus. C'est donc exactement ce que va faire le directeur de Tchernobyl, Viktor Bryukhanov. Alors, camarade, ça achève le réacteur. J'ai bien envie de profiter de ce juteux bonus pour gâter ma famille à Noël avec des navets. Mais les bons navets. Ceux qui coûtent cher. Malheureusement, camarade directeur, il reste un dernier test de sécurité super important à faire sur la turbine. Le temps requis pour le faire adéquatement va assurément nous faire manquer la date de livraison. Pas si je fais juste falsifier le document en déclarant que le test a été fait et qu'on part le réacteur comme si de rien n'était. Laisse-moi te donner un conseil, mon gars. Le nucléaire, c'est instinctif. Wouhou! Fait que c'est ça, le directeur de la plus grosse centrale nucléaire de l'URSS a fait une fausse déclaration comme quoi tout était sécuritaire pour les 50 000 habitants de Pripyat. Suite à quoi on a juste ouvert la centrale sans faire le test de sécurité. Mais si on décide de focusser sur le moment présent, au moins tout le monde a eu son bonus. Fait qu'au retour des fêtes, il y en a qui commencent à se dire « Là, la centrale est ouverte pis tout, mais faudrait peut-être le faire, le test? » Quelqu'un? Absolument! Ouais, c'est super important! Ouais, il faut faire ça! Hey les gars, venez voir les beaux navets que j'ai achetés pour ma famille à Noël! Oh! C'est les navets chers, ça, hein? C'est donc sans surprise qu'on se retrouve avec un test toujours pas fait au mois d'avril 1986. Ah cool, j'étais né. En fait, c'est pas vrai. On va essayer de faire le test 3 fois, en 1982, en 1984 et en 1985. Mais les 3 fois, ça n'a pas abouti parce que c'est un test très délicat à faire, surtout quand ta centrale est déjà en marche. Puis écoutez, je suis pas ingénieur nucléaire, mais c'est pour ça qu'il fallait le faire avant. Fait que pour y parvenir sans tout débrancher, on va faire appel à l'ingénieur en chef adjoint Anatoly Dyatlov, avec ses véritables diplômes, Dieu merci, mais qui est aussi connu comme étant un dick avec les employés de l'usine. Ah, camarade Dyatlov! Merveilleuse ambiance. Faisons des tests atomiques à cette heure. Détail important à ce stade-ci de l'histoire. Bon, fait que c'est quoi ce fameux test qui cause tant de maux de tête à tout le monde? En gros, les dirigeants ont besoin de savoir ce qui arrive si jamais une panne de courant survient et que les pompes de refroidissement arrêtent de tourner puis de contrôler la réaction atomique. Relaxant. À la base, tous les réacteurs de Tchernobyl étaient équipés de 3 génératrices de backup au diesel pour éviter que la situation devienne hors de contrôle. Le problème, c'est que ça prend un bon 60-75 secondes pour les starter, ce qui est plutôt long quand on est dans une cocotte minute atomique. Ouf, je suis déjà stressé. Je pense que je vais prendre un petit jus, tiens. C'est vrai, passé date. Par chance, les ingénieurs pensent qu'en cas de panne, la turbine qui produit l'électricité va produire juste assez de power en ralentissant pour maintenir en action les pompes de refroidissement jusqu'à ce que les génératrices embarquent. Fait qu'en gros, le test, c'est de fermer le moteur comme dans une panne et voir si le ralentissement de la turbine permet de rester en vie d'ici à ce que les génératrices de secours embarquent, sinon tout peut péter. Super chill, comme on dit. Le test est donc prévu pour 14h15 le vendredi 25 avril 1986 par l'équipe de jour qui est jovialement dirigée par Dyatlov. OK, bande de nouilles, l'équipe de nuit a ralenti le réacteur progressivement depuis plusieurs heures déjà. À cette heure, faisons le test. Go, 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 go! Des questions? Oui. Très bien, mais d'abord, laissez-moi passer un coup de téléphone.
détails! Non, pas de question! Alors c'est parti pour Tchernobyl. Sauf que 15 minutes avant le test, on apprend que c'est pas possible d'entamer les procédures parce qu'une autre centrale nucléaire devait faire un arrêt d'urgence et une partie de l'Ukraine avait besoin de la précieuse électricité de Tchernobyl. Normalement, on aurait dû remonter la puissance et remettre le test à plus tard, mais pour Dyatlov, il n'en était pas question. Il est déterminé à faire le test coûte que coûte, ce qui est compréhensible, considérant que s'il y a quelque chose qui chie, c'est lui qui sera tenu responsable et envoyé déneiger en Sibérie. Jusqu'ici, tout est normal en URSS. Résultat, le réacteur va rouler à 75 % pendant un petit 9 heures, le temps que l'autre centrale ukrainienne reparte, ce qui, au-delà d'être un exercice d'entêtement remarquable de la part de Dyatlov, va avoir des conséquences tout à fait inattendues. C'est juste moi où il commence à faire chaud ici. Détail nucléaire, encore. OK, ça va être encore super technique, fait que je vous ajoute des rires en canne pour rendre ça phoné. Les réacteurs soviétiques sont de type RBMK. Attendez au moins que je fasse une joke. En gros, c'est des réacteurs très efficaces tout en étant peu coûteux, un résultat auquel les Soviets sont arrivés grâce à leur expertise particulière, c'est-à-dire construire cheap en tournant les coins ronds. Dans un réacteur, il y a ce qu'on appelle le modérateur. Ça, c'est ce qui permet de ralentir les neutrons pour accélérer la réaction, je vous le rappelle. Dans un réacteur traditionnel, c'est de l'eau lourde enrichie qui permet de bien faire rebondir les neutrons et stimuler la réaction. Et ce qui est top cool avec ce système, c'est que si la réaction part en couille, l'eau commence à s'évaporer, il y a donc moins de modérateur, alors la réaction va comme ralentir par elle-même. Et ça, c'est sécuritaire pour vrai. Alors, merci, modérateur. Mais de l'eau lourde enrichie, ça coûte effectivement très cher, ce qui fait que les Soviets, eux, préfèrent refroidir le réacteur RBMK avec de l'eau du robinet. Ah ouais, on fait encore cette affaire-là? Par contre, l'eau pauvre, ça absorbe les neutrons, ce qui ralentit la réaction au lieu de l'accélérer. Donc, ils doivent constamment gérer la réaction avec des barres de contrôle qui sont divisées en 2 sections. Une section pour ralentir la réaction et une section en graphite pour accélérer la réaction, ce qui remplace l'eau lourde. Jusqu'ici, tout va bien parce que j'ai pas fini! Un sous-produit de la fission nucléaire, c'est le xénon 135, qui lui aussi ralentit la réaction et qui, quand un réacteur roule à basse puissance, s'accumule, ce qui ralentit encore plus la réaction, possiblement au point de choquer le réacteur puis repartir un réacteur nucléaire à mitaine, personne veut ça. Fait que là, ça a beau être un test, peut-être qu'on est aussi en train de tester quelque chose qu'on n'a pas nécessairement envie de tester? Heure 0. C'est seulement à 23h04 que Dyatlov a enfin le hockey pour repartir le test, et malheureusement pour lui, ça fait déjà un bout que l'équipe de jour est partie. Bon, ben, je vais aller souper. Yabadabadou! C'était même le temps pour l'équipe de soir de rentrer à la maison. Oh, ben, allez me coucher, pas de souper. C'est pour les fancy-pants de l'équipe de jour, ça. Yabadabadou! Laissant Dyatlov avec l'équipe de nuit. Une équipe plus petite, plus jeune, moins expérimentée et surtout pas briefée du tout sur comment conduire le test adéquatement. Heure 1. Vers minuit 30, on essaie de lancer le test, mais la puissance du réacteur chute en dessous de ce qui est considéré stable et /ou safe, dû en grande partie à tout ce damné xénon 135 de surplus. Camarade Dyatlov, on roule à 5% de la puissance nécessaire pour faire le test. Le réacteur est en train de s'éteindre puis on sait pas pourquoi. Je crois qu'on devrait annuler par précaution. Camarade Toptunov, je vous transfère un appel téléphonique de la plus haute importance. Mais le téléphone n'a même pas sonné. Aïe aïe, j'ai compris, mais trop tard. Malheureusement pour les opérateurs qui n'ont jamais été entraînés pour ça, je vous le rappelle, le manuel d'instruction à leur disposition est full d'infos contradictoires puis de sections barrées à la main avec des X puis des flèches, comme quand je prenais des notes à l'université en me faisant croire que je serais capable de me relire à minuit la veille d'un examen, puis résultat, aujourd'hui encore, comme tous les gens dans l'industrie du divertissement, j'ai fini un grand total de 0 université. Bref, tout ça va être rendu encore plus fonctionnel par le fait que Dyatlov est soudainement pris d'une furieuse envie d'aller aux toilettes. Par les petites culottes orthodoxes de mère Russie, les instructions, elles sont incompréhensibles. Qu'est-ce qu'on fait, camarade Akimov? On va devoir procéder avec précaution puis ramener graduellement la puissance du réacteur en...
faut que ça se passe là! Camarade Diatlov, je crois pas que nous donner des directives depuis la toilette soit vraiment optimal. Aïe aïe! Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lever toutes les barres de contrôle en même temps d'un seul coup pour exposer 100% de la portion en graphite qui accélère la réaction? Ça devrait nous donner suffisamment de jus. Oh, ça, c'est l'esprit soviétique! Heure 2. Vers 1h23, peu de temps après avoir retiré tous les breaks sur les barres de contrôle, le réacteur s'emballe. Oh, c'est que ça commence à nucléairement barder là-dedans. Vite, Toptunov, pèse sur le bouton AZ5. C'est le bouton d'arrêt d'urgence qui fait que toutes les barres de contrôle entrent dans le cœur du réacteur d'une shot pour absorber les neutrons et stopper la réaction. C'est l'équivalent nucléaire de débrancher l'ordi quand t'es tombé sur un site porno qui donne des virus. Je pense qu'on va être correct. Camarade Akimov, on est en 1986. Qu'est-ce qu'un site porno? S'ensuit effectivement une explosion si violente qu'elle fait voler le toit de 1000 tonnes du réacteur dans les airs, exposant le cœur radioactif à l'air libre, qui va garrocher une pluie de morceaux de graphite méga radioactif partout autour, et ce, tout en projetant un rayon de la mort vertical bleu dans le ciel, comme ça arrive tout le temps d'une façon ou d'une autre dans les films de Marvel. Ils sont rendus à quoi, eux autres, d'ailleurs? Capitaine America version chien dans une maison hantée? Je vais vérifier ça sur Internet et je reviens après la pause. Ouf, tous ces films que je n'écouterai jamais. Incroyable. De retour à l'explosion de Tchernobyl, j'imagine que vous avez hâte que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Détail dark. Normalement, je vous dirais que c'est difficile à dire parce que c'est pas comme s'il y avait du monde dans le réacteur en fusion à ce moment-là, mais pourtant, il y en avait. Un premier employé directement dans le hall adjacent au réacteur qui est mort sur le coup sans jamais savoir qu'il y avait un test d'ailleurs. Puis un deuxième employé qui, par chance, était dans la salle des machines à côté et qui a survécu. Avant de mourir quelques heures plus tard à l'hôpital dans d'atroces souffrances en comprenant un peu trop tard que finalement c'était un test. Ouais, c'était trompeur comme usage de l'expression par chance, c'est bien y penser. Bon, tout ça, c'est pas mal au-dessus de mon domaine d'expertise de gars qui a essentiellement passé son cours de sciences physiques au secondaire en se mettant en équipe avec un cerveau puis en lui laissant faire tous les laboratoires sans exception, en essayant de faussement m'impliquer en disant des affaires bullshiteuses, genre « Je peux-tu faire quelque chose? Non? Juste te regarder puis apprendre? Parfait! » Puis j'ai jamais rien appris. Ouais, désolé, Auria Vulpe. Un gars d'Europe de l'Est en plus, quelle ironie. Fait que voici ma synthèse parsemée de bruits phonés. Vu que la pompe de refroidissement avait été arrêtée pour le test, l'eau qui est censée absorber les neutrons s'est mise à bouillir, ce qui laissait moins d'eau pour ralentir la réaction, donc la réaction s'est accélérée, tellement que ça s'est mis à gruger le xénon 135 qui ralentissait la réaction, fait que ça va aller encore plus vite. Là, quand ils ont appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence AZ5 faisant que toutes les barres de contrôle sont abaissées en même temps, ça aurait en plus tassé toute l'eau qui restait au fond du réacteur, créant un espace où finalement tout ce qui reste c'est des neutrons sur le speed qui te splittent des atomes d'uranium comme s'il n'y avait pas de lendemain, jusqu'à ce que le réacteur se mette à runner un rassurant 120 fois sa puissance maximale. Ce qui va faire que toute l'eau de refroidissement restante va ironiquement devenir tellement chaude qu'elle va se vaporiser direct en deux gaz, oxygène et hydrogène, jusqu'à ce que... Ça explose une première fois dû à l'expansion des gaz dans un milieu fermé, suivi d'une deuxième explosion probablement causée par l'hydrogène qui pognait en feu. Avez-vous compris? Moi, pas un traître mot. De retour dans la salle de contrôle où c'est, avec raison, la panique, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, Toptunov, je m'absente 2 secondes pour aller chier, vous me bousillez mon test! Chose certaine, le réacteur ne vient assurément pas d'exploser, car rien n'explose en Union soviétique. Pasteur, envoyons quelqu'un au réacteur 4 pour confirmer à quel point ça n'a pas explosé. Et c'est ainsi que plusieurs ingénieurs et employés vont aller se faire mortellement irradier en ouvrant la porte de la salle du réacteur qui mène désormais directement sur un cratère abyssal fumant qui vomit 400 fois plus de radiation qu'à Hiroshima. Ah, la radiation me fait cuire le visage! Une chance que le réacteur n'a pas explosé! Ah, ah!
Heureusement, dehors, les pompiers viennent d'arriver, prêts à régler le problème en te mettant de l'eau là-dessus comme jamais. Avec aucun équipement de protection contre les radiations, directement à quelques mètres du cœur de l'explosion, à arroser des flammes toxiques puis manipuler des débris méga radioactifs, pendant que leurs bottes fondent sur l'asphalte qui est elle-même en train de fondre parce qu'il fait littéralement 3000 degrés Celsius. Hey les boys, vous trouvez pas que... ça goûte le métal dans votre bouche? Je t'arrête tout de suite, j'ai une histoire encore plus weird. Je viens de toucher à un morceau de graphite et ma main continue de brûler toute seule depuis 15 minutes. Et vous voyez, le goût de métal vient d'embarquer, moi aussi. Quelle journée! Ce fameux goût métallique, c'est en fait le premier signe de la quantité massive de radiation qui étaient tous en train d'éponger comme un Scott Towel grâce au pouvoir de ces spongy-pochettes. Ça prend d'ailleurs pas de temps avant que les pompiers se mettent à vomir en jets presque aussi puissants que ceux de leur lance d'incendie. Détail dark. Bon là, déposez vos petits jus puis vos biscuits à mélasse parce que c'est le moment de vous expliquer exactement ce qui se passe quand on se fait empoisonner par une dose aussi substantielle de radioactivité. Quand la radiation passe à travers notre corps, elle enlève l'électron des atomes, ce qui détruit les liens entre nos cellules. Et déconcrisse entre autres tissus celui de nos organes gastro-intestinaux. Donc c'est parti pour de violentes diarrhées et vomissements, mais à travers des parois intestinales désormais plus fragiles que du papier de toilette mouillé, ce qui fait que les bactéries de vos matières fécales ont désormais le pouvoir de se répandre partout dans le corps. En tout cas, jusqu'ici, ça donne envie de prendre une douche, mais continuons. Éventuellement, tu perds tes cheveux. Dans des conditions comme celles qu'ont vécues les pompiers à Tchernobyl, tu subis des brûlures sur le corps et ta moelle osseuse arrête de produire des globules blancs. Pourtant idéaux pour combattre toutes ces bactéries fécales qui se déversent à l'intérieur de toi. La douleur est insupportable. Éventuellement, il y a un genre de période d'accalmie, probablement causée par l'endorphine sécrétée par le corps quand tu souffres trop. Puis ça fait que soudainement, les maladies radiées ont l'air d'aller mieux juste pour donner des faux espoirs à tout le monde. Puis 2 secondes après ça, ça revient en 3 fois pire. Tous les organes et vaisseaux sanguins se déchirent et on finit par mourir d'une infection sanguine pendant que ta peau s'effiloche en restant collée à ton oreiller d'hôpital, ce qui va arriver à pas mal tous les pompiers qui ont combattu le feu ce jour-là. Pendant ce temps, le directeur de l'usine, Viktor Bryukhanov, vient de se faire réveiller en pleine nuit, mais fidèle à cette fameuse politique soviète de rien communiquer clairement à personne, on lui dit seulement qu'il y a un incident à l'usine. Et ça sonne à ce point pas comme une urgence qu'il va se rendre là-bas en autobus. Trop! J'ai manqué mon arrêt! De toute façon, il n'y a pas le feu. Heure 3. Dans l'usine, ça a beau expulser du vomi mutant à qui mieux, Dyatlov continue de croire dur comme fer qu'un réacteur RBMK, ça peut pas exploser. Et ce, même quand il y a un dude qui va débarquer la peau rougie par ce qu'on appelle chaleureusement un bronzage nucléaire. Le réacteur numéro 4 a explosé, je l'ai vu de mes propres yeux! Non, ça doit être une citerne de refroidissement qui a pété et l'eau contaminée qui t'a rendu malade. Camarade Akimov, camarade Toptunov, nous devons réintroduire de l'eau dans le réacteur avant que tout s'évapore et qu'on subisse une fusion, ce qui serait le pire résultat possible dans notre situation. OK, mais le système d'irrigation électronique répond pas. Allez les ouvrir manuellement, au pire vous aurez un super beau bronzage. Vous devriez me remercier en fait. Détail dark. Fait qu'ils vont aller ouvrir des vannes d'eau manuellement collées sur un incident nucléaire absorbant des doses létales de radiation qui vont littéralement les liquéfier dans leur lit d'hôpital 2 semaines plus tard. Tout ça pour refroidir un réacteur qui existait déjà plus. Drôle, non? Heure 5. Vers 4 heures du matin, Bryukhanov arrive à sa station et se rend compte que qualifier ça de simple incident, c'était peut-être édulcorer un peu la gravité de la situation. Donc il va s'enfermer en mode URSS dans le bunker de guerre froide de l'usine avec les plus sinistres agents du KGB disponibles, histoire d'aligner ses flûtes avant d'avoir un appel pour le moins inconfortable avec Moscou. Détail phoné. Oh, les circonstances, évidemment. Quand va venir le temps d'évaluer le danger de la situation pour la ville de Pripyat, Dyatlov va rassurer tout le monde que tout est sous contrôle, juste avant de vomir et de perdre connaissance par terre, ce qui est une excellente dynamique de cartoon, mais peut-être inquiétant en live.
On décide donc que la meilleure affaire à faire face à cette manifeste absence de problème, c'est de pas informer la population, de bloquer les lignes de téléphone et d'empêcher quiconque de quitter la ville, histoire d'éviter de semer la panique, mais surtout pour empêcher que ça nuise à la réputation de l'URSS. Vous, avez-vous déjà entendu ça, la phrase « Ah, l'URSS? Je suis surpris, pourtant ils ont une bonne réputation d'habitude. » Heure 7. Vers 6h35 du matin, les pompiers réussissent finalement à éteindre les incendies sur le toit des turbines et du réacteur, mais le feu de graphite au centre du cratère va continuer à brûler pendant un petit 20 jours, crachant non-stop des particules radioactives dans l'atmosphère. Est-ce que la musique, ça aide ou... Heure 12. Vers 11h, des camions-citernes commencent à arroser les rues de Pripyat sans aucune explication. Circulez, il n'y a rien à voir. Nous ne faisons qu'asperger les rues et les maisons avec une substance supposément capable d'absorber les radiations. Juste de même, aucune raison particulière. On s'est dit qu'aujourd'hui c'était une bonne journée pour le faire et que si on le faisait pas aujourd'hui, on le ferait jamais. C'est ma femme qui dit ça en fait. Coupable! Plus sérieusement, continuez à jouer dans les parcs avec vos femmes enceintes et vos enfants en bas âge. Heure 13. C'est vers midi à Moscou qu'on informe Mikhail Gorbatchev, le secrétaire général, donc boss du Parti communiste, de la situation à Tchernobyl. Puis même en s'adressant à lui, on n'est pas super transparent sur la situation. Ben oui, on a comme des petits tracas à Tchernobyl, mais l'incendie est maîtrisé et le niveau de radioactivité est super chill. Faut que j'y aille! Détail dark. Le niveau de radioactivité était vraiment pas chill pantoute. C'est juste que les appareils pour mesurer la radiation, les dosimètres, avaient une mesure maximale qui était presque 6000 fois inférieure à l'actuel niveau de radiation dans l'air. Possiblement grâce au 6e sens de sa tache de vin dans le front, Gorbatchev va quand même trouver plus prudent d'envoyer 2 gars sur place s'occuper de la situation, Valéry Legasov, le premier directeur adjoint du principal centre de recherche nucléaire soviétique, et Boris Sherbina, le vice-président du Conseil des ministres. Et tous deux savent vraiment pas dans quel bordel on vient de les envoyer, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'ici, ça devient un peu une espèce d'aventure body cop, et je vous invite à considérer la catastrophe de Tchernobyl comme leur film Rush Hour. Camarade Sherbina, c'est une catastrophe! L'incendie au cœur du réacteur est 0 éteint et selon mes calculs, produit plus de radiation en 1 heure que ce que le corps humain peut encaisser par année. La seule solution serait de dropper par hélicoptère un genre de mélange de sable et d'un matériel capable d'absorber les neutrons qu'on appelle le bore. Parfait, on fait ça. Non, les choses ne sont pas si simples. Si on envoie un hélicoptère au-dessus de l'incendie, il se trouverait dans un nuage de radiation si agressif que ça tuerait le pilote quasi instantanément et que l'hélicoptère s'écraserait, ce qui, sans vouloir amoindrir la situation, serait un problème de plus. Mais enfin, il doit bien y avoir une solution qu'on peut élaborer, de préférence en fumant une quantité astronomique de cigarettes des années 80. Nous sommes dans un hôpital, by the way. Donc la solution, ça va être de jeter du sable et du bore par hélicoptère sur le feu, mais en diagonale, puis le pilote va quand même se manger une maxi-dose de radiation, mais pas assez pour que l'hélicoptère s'écrase. Ah ben écoutons, c'était simple finalement. Autre bonne nouvelle, après un bref 36 heures d'exposition à des retombées radioactives foudroyantes, on finit par évacuer la ville de Pripyat, mais en dévoilant le moins possible. Attention, attention, habitants de Pripyat. Le conseil municipal vous informe qu'en raison d'un léger incident de rien du tout à la centrale électrique de Tchernobyl, nous sommes contraints d'évacuer la population de façon super temporaire. 3 jours, gros max. Mais prenez quand même un maximum de linge, bain de la nourriture et tous vos papiers importants, juste au cas. Attention, attention. 116 000 évacués qui reverront
jamais leur maison. Par contre, l'évacuation arrive pour ainsi dire à point parce que le 28 avril, la Suède, qui se trouve à pas moins de 1200 km, détecte une suspecte hausse de radiation dans l'air et réussit à calculer que ça venait de Tchernobyl. Quelques heures plus tard, les Américains ont déjà pris des photos satellites des années 80, puis la nouvelle fait le tour du monde, ce qui oblige le Parti communiste à faire une déclaration somme toute laconique. Le 26 avril, il y aurait eu un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl, mais tout est sous contrôle. Sauf que... Camarade Cherbina! Ah, camarade Legasov, quoi encore? Des bonnes nouvelles? Bien au contraire! Il semblerait qu'à force de garrocher du sable et du bord sur le feu en diagonale, ce qui est un miracle, tout ce que nous avons créé, c'est une couche qui emprisonne l'incendie radioactif devenu tellement chaud qu'il commence à faire fondre le béton du plancher, créant du corium, un matériau semi-liquide radioactif comparable à de la lave. Épargnez-moi votre mombo-jumbo scientifique et expliquez-moi ça en une phrase comme si j'écoutais un podcast dans le char. Si ce mélange passe à travers le plancher qu'il est présentement en train de faire fondre, il va inévitablement tomber dans toute l'eau qui s'est accumulée à cause des pompiers, ce qui créerait instantanément une autre explosion de vapeur toxique qui éjecterait encore plus de matière radioactive dans l'air. Merde, ce serait mauvais pour la santé tout ça. Vite, il faut à tout prix trouver une solution en enchaînant les cigarettes comme jamais. Fait que la solution de clope soviétique, ça va être d'envoyer 3 gars dans l'usine, dans le noir, en soude de plongée, avec de l'eau ultra contaminée radioactive jusqu'aux genoux, pour manuellement ouvrir les valves et vider les bassins sous le réacteur. Une mission épique qu'on va baptiser l'escouade du suicide, parce qu'on était convaincus que personne n'allait revenir de là sans minimum un cancer qui brille dans le noir. Ben tabarnak, ils vont réussir! Détail encourageant! Yeah! De nombreux médias ainsi que la propagande du parti vont insinuer que ces 3 gars-là sont morts en héros pour leur patrie, mais tout le monde dans l'escouade du suicide a survécu. Il y en a un qui est mort en 2005 d'une attaque cardiaque et les 2 autres étaient encore vivants en 2025. Eh ben. Détail décourageant! Oh. Aujourd'hui, on sait que le corium, la lave radioactive, avait déjà commencé à s'égoutter dans les bassins avant que l'eau puisse être drainée et finalement, ce serait juste solidifié dans l'eau sans faire d'explosion, fait que tout ça pour rien. Camarade Cherbina! Quoi encore? Des bonnes nouvelles? Mais bien sûr que non! Voyez-vous, maintenant que l'eau est drainée, j'ai bien peur que le cœur en fusion ne risque de passer à travers le sol et contaminer la nappe phréatique, rendant inhabitable toute l'Ukraine et une grande partie de l'Europe. Ah, et j'imagine qu'on peut pas juste boire moins d'eau et la remplacer par du café? Mais c'est une excellente idée. Est-ce que je peux vous bomber une cigarette? Fait qu'à ce stade-ci, croyez-le ou non, la solution est une fois de plus très simple. Il suffit de faire appel à une quantité déraisonnable de mineurs pour creuser un tunnel directement sous le réacteur et installer un genre de sandwich de graphite et de béton qui ferait office de surface de refroidissement pour diffuser la chaleur et stabiliser le sol. Es-tu sûr que c'est la solution la plus simple, Legasov? C'est ça, ou sinon j'ai besoin de 25 tonnes d'azote liquide par jour pour garder le sol gelé. Et je vous arrête tout de suite, ça ne peut pas être du café glacé. OK. On a besoin de combien de mineurs exactement? 450. 450 mineurs qui vont travailler en shift continu 24 heures sur 24 pendant une quinzaine de jours à une chaleur tellement accablante que certains le faisaient en bobette direct dans la radiation. Mais en même temps, je peux comprendre. Des fois, il faut tout simplement travailler en bobette. Moi-même, je suis en bobette en ce moment. Voulez-vous plus d'informations sur comment on fait le podcast? Détail décourageant. Oh, je décèle un pattern. Le temps qu'ils finissent de creuser, le feu s'était déjà arrêté de lui-même, son combustible radioactif immobilisé de façon tout à fait sécuritaire quelque part dans le sol. Le tunnel était 100% superflu finalement, on va le remplir de béton, mais pas avant que les 450 mineurs se soient bien toutes pognées une bonne dose mortelle de radiation pour rien.
Rendu là, le problème le plus pressant à l'horaire, c'est de nettoyer au plus vite les 100 tonnes de débris radioactifs sur le toit de l'usine qui continuent d'empoisonner l'Europe au complet. Camarade Sherbina! Quoi encore? On doit commencer à être proche de régler le problème, non? C'est hélas pire que tout! Les 60 robots télécommandés qu'on a fait venir pour nettoyer le toit ont instantanément été bousillés par la radiation! OK, on fait quoi? Notre seule solution serait d'utiliser des genres de bio-robots! C'est le terme qu'il va utiliser pour vrai, et juste qu'on soit bien clair, les biorobots, c'était bien sûr juste une façon de dire des humains. Détail, Dark! Ouais, fait que c'est pas moins de 5000 biorobots qui vont aller nettoyer le toit à mitaine à grand coup de 90 secondes à ramasser un maximum de débris radioactifs le plus vite possible parce qu'il y avait zéro équipement adéquat pour se protéger. Normalement, t'avais juste le droit de faire une passe de ménage comme ça à vie, mais les plus durs à cuire vont y retourner jusqu'à 6 fois. Et pour se désinfecter, c'est simple, il suffit de boire de la vodka avant de tous mourir du cancer. Détail Dark Vegan! La dernière étape du nettoyage, ça va être bien sûr de gonner tous les animaux de la région, qu'ils soient sauvages ou domestiques. En effet, les animaux étant eux-mêmes devenus plutôt radioactifs à force de consommer de la nourriture, de l'eau contaminée et d'absorber de la poussière radioactive dans leur fourrure, on va demander à quelques équipes de bio-robots de bien vouloir les euthanasier. Tous les animaux de la région. Par où tu commences? Les chasseurs sont annuellement là-dessus puis ils réussissent jamais. Bref, après ça, restait juste à décréter une zone d'exclusion de 2600 km² autour de la centrale, construire un sarcophage en béton pour isoler les restes du réacteur numéro 4, lancer un procès bidon dans lequel on va condamner Dyatlov et Bryukhanov, et tous les autres responsables à 10 ans de pelletage de neige au goulag et mettre un beau chou rose sur l'affaire Tchernobyl. Sherbina va mourir en 1990, possiblement d'un empoisonnement mortel à la radiation, mais on le sait pas parce qu'une des premières affaires qu'il va faire en 1988 pour protéger l'URSS, qui anyways va finir 1 an plus tard, c'est de signer un décret comme quoi les médecins n'ont pas le droit de citer la radiation comme cause de son décès. Très possiblement par radiation, mais Legasov, lui, va tenter de faire passer des réformes de sécurité pour éviter une deuxième catastrophe, mais ça va évidemment être vu comme une attaque à l'intégrité de l'URSS. Fait qu'on va l'exclure du Conseil scientifique de recherche nucléaire, il va subir du harcèlement de la part de ses pairs, puis il va se pendre à la maison le lendemain du 2e anniversaire de Tchernobyl. Fin. Le fin mot de l'histoire avec un grand H. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Croyez-moi, j'aurais bien envie de dire rien de pire que l'URSS, mais malheureusement, tout porte à croire que Tchernobyl, c'est surtout une triste combinaison d'erreurs humaines et de défauts de fabrication d'une centrale nucléaire bâtie sur le fly pour avoir son bonus dans un monde communiste où tout le monde partage tout, mais personne n'a rien. Donc oui, mettons que je suis pas fâché que l'URSS, ça existe plus. Mais au-delà de ça, une des répercussions, c'est d'avoir créé un compréhensible méga-trauma social face à l'énergie nucléaire qui, à ce qu'on raconte, en est une somme toute sécuritaire. Mais quand ça va mal, ça va vraiment mal, par contre. Mais ça arrive pas souvent. Mais ça pourrait décimer l'humanité. Mais ça arrive pas souvent. Mais ça pourrait arriver. D'ailleurs, aujourd'hui encore, 40 ans après la catastrophe, on en ressent toujours les contre-coups, particulièrement en Ukraine et en Biélorussie, où les populations encore à ce jour montrent des taux de cancer plus élevés que la moyenne dû à toutes ces joyeuses particules radioactives tombées du ciel comme une bordée de neige mortelle. Mais hey, voulez-vous une note positive pour finir? Les animaux sauvages comme les loups et les cerfs ont commencé à revenir à Tchernobyl, à s'y installer et même à y prospérer parmi les ruines de la ville sur laquelle la nature reprend peu à peu ses droits. Morale de l'histoire, même si la race humaine finit par s'autodétruire, la Terre, elle, va être bien correcte. Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne, toi chose. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Anne-Hélène Prévost et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison. Au son, le studio La Chope. À la coordination, Clément Turpin. À la production, Rosalie Granger. Producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania. Et Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania.